Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique. Il y a là une volonté réelle de changer politiquement, économiquement, socialement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. S'il est un pays en Afrique qui prend une revanche sur son histoire, en étendant ses capacités guerrières au-delà des frontières, dans la sous-région, dans le continent, c'est le Tchad. Le Tchad qui malheureusement est en crise. Le Tchad qui se bat tant bien que mal pour pouvoir joindre les deux bouts. Le Tchad qui fait face au terrorisme. Comment est-il donc possible pour le Tchad de pouvoir maintenir ce cap de développement durable? Voilà des questions qui méritent des réponses, des questions qui comptent avec les avis des uns et des autres sur ce plateau, avec vous également, amis téléspectateurs. On va se tourner sur ce pas vers M. Paul-Denis Ketchemen, qui connaît bien le Tchad, qui a vécu par le passé au Tchad, qui est un expert en sécurité d'État. Bonsoir Paul-Denis Ketchemen et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Magloire Ayadon de m'avoir invité. Je suis grand merci de m'avoir invité sur votre plateau, la télévision, la chaîne La Voix du Continent. Vous me parlez du Tchad, je suis très content. Je dis merci aux Tchadiens, à tous les Tchadiens, d'avoir reconduit le président Déby à la tête de leur pays parce que c'est la locomotive de l'Afrique. Les Africains avaient peur que Déby perde ces élections parce que s'il perdait, c'est que l'Afrique avait perdu notre tête. Parce qu'après le départ, après l'assassinat du président Kadhafi, c'est Déby qui a pris le relais. Et c'est tous les yeux des Africains et sur Déby. Vraiment, je dis merci à tous les Tchadiens. Je ne saurais comment les remercier. C'est un gros merci, ça ne peut pas, ça se multiplie pas. Et ça peut se multiplier par 1000 ou par 1 milliard. Mais le problème du Tchad, c'est quoi? La déstabilisation du Tchad par les terroristes. C'est le Qatar qui a contribué pour faire partie Kadhafi. Le même Qatar qui contribue pour déstabiliser le Tchad. Il y a eu coupure des relations diplomatiques du Tchad avec le Qatar. Tous les pays de la sous-région devaient suivre. Et presque toute l'Afrique. Parce que c'est pour ça que les États africains ne vont pas de pair. Ça veut dire que si les gens étaient unis, après la rupture avec le Qatar, tous les autres pays de la sous-région devaient... Parce que ce même Qatar soutient le terrorisme dans toute l'Afrique. Alors, on reviendra à vous, hein, vous avez beaucoup de choses à dire. Le débat s'annonce déjà très riche d'ailleurs. Je continue avec M. André Oum. Vous êtes ingénieur en froid climatisation, vous êtes promoteur d'une entreprise en la matière au Cameroun. Bienvenue sur ce plateau. Merci Magloire Ayadon, merci aux chers panélistes, merci à l'Afrique, merci au Tchad et merci à la sous-région. Merci de m'avoir invité sur ce plateau de la chaîne télévision La Voix du Continent pour essayer de débattre du développement du Tchad, de l'histoire du Tchad. Et si ma modeste contribution pourra participer à ce débat et à le patriarche Idriss Déby, et que franchement, en toute honnêteté, c'est pas par rapport au fait que je suis devant cette chaîne que nous moi j'envie. Et c'est la locomotive de l'Afrique. Je prends la parole de notre patriarche Paul-Denis Ketchemen, un expert en sécurité d'État. Merci mon militaire, nous on vous envie et puis vous pouvez compter sur nous. Si vous en avez besoin de nous, nous serons là. Et merci à vous, Magloire. Un peu en kikef, comme on dit du côté du Tchad. Alors, Joseph Macial, Djeid Baba, vous êtes ingénieur, vous êtes électronicien, concepteur. Bienvenue sur ce plateau.
Merci, Magloire, de m'avoir invité. Merci pour le Tchad, surtout pour ce vaillant président qui aime les jeunes. Il aime beaucoup les jeunes et il compte sur les jeunes. Merci beaucoup. Alors, monsieur Messi, vous êtes ingénieur en télécommunications et informatique. Réseau informatique. Un réseau informatique. Bienvenue sur ce plateau. Merci Magloire Yandom de m'avoir invité sur le plateau de la chaîne panafricaine, la RTVC, pour débattre avec des aînés sur des sujets aussi intéressants, des sujets futuristes pour l'avenir de l'Afrique. Alors on a coutume de dire un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Et je pense que l'Afrique a une histoire. Je pense qu'il est important qu'on en parle pour qu'on pose des nouvelles bases pour le devenir de l'Afrique. Donc je suis ravi, je suis très content de participer à ce débat et je pense que je donnerai de mon avis et de mon potentiel pour que ce débat soit futur et soit vraiment futuriste. Merci. Voilà qui est planté le décor sur ce plateau. L'émission c'est Afrique d'aujourd'hui. Ça se passe sur votre chaîne panafricaine, La Voix du Continent et les télévisions partenaires. Avant donc de continuer en posant la question, le Tchad d'hier, celui d'aujourd'hui, à nos différents panélistes, nous vous proposons de regarder cet élément qui fait une synthèse sur l'histoire du Tchad. Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique. Le Tchad, pays d'Afrique centrale chargé d'histoire, de gloire et de boire, passe aux yeux de la communauté internationale au lendemain de son indépendance comme un État néant. Ceux qui savent le Tchad, ils ne doivent pas dire que le Tchad est néant. À titre documentaire, le Tchad au lendemain de son indépendance, le 11 août 1960, est un pays semi-démocratique avant de sombrer dans la dictature et le parti unique, initié par Ngarta Tobalbaye et maintenu par ses successeurs sous le regard de la France colonisatrice. Au demeurant, c'est moins d'un demi-siècle de guerre qui fragilise le Tchad, indiqué comme un pays néant au plaisir de l'opinion occidentale. Ils veulent toujours avilir les gens pour vouloir les pouvoir les mieux exploiter. L'État néant n'existe pas. Le Tchad, vu son étendue du territoire, c'est un grand peuple de guerriers. Donc dire que c'est un État néant alors qu'ils ont participé à sauver la France, ça c'est trop osé. Ils savent que le Tchad est un État souverain et bien étendu sur son territoire. Pour cause, les soubresauts politico-militaires, rythmés de dictature, le recalent parmi les pays les plus pauvres et les plus endettés de la planète. On a eu des guerres, qui a presque 9 mois de guerre, et le pays est complètement anéanti. Il y a eu trop de guerres civiles. Tobalbaye, notre génération ne l'a pas trop connu, mais c'est un monsieur qui était trop patriote. Ça, il ne faut pas le nier. Et il a imposé un parti unique. C'est à cause de ça qu'on a eu des guerres civiles au Tchad. Mais il a fait ce parti unique avec une main de fer dans un gant de velours. Contrairement à celui qui est revenu de remplacer Issenabré, qui avait un régime vraiment autocratique, très dur. C'est très dur. Mais Tobalbaye, il voulait même quitter la jeune femme. Ça a contribué à son élimination d'ailleurs. Je ne le connais pas beaucoup, mais au dire de ceux qui l'ont connu, c'était un patriote. C'était un patriote. D'ailleurs, de François, il est revenu en Ngarta. De la capitale tchadienne s'appelait Forlani, je crois, le Tchad. Hein? Voilà, il a amené ça à N'Djamena. Donc il avait fait des signes d'africanité qui étaient palpables. Malheureusement, le parti unique dominé, c'est vrai, il n'a pas été tendre. Mais par rapport à Issenabré, il y avait un léger mieux de sa part.
Après Froulina, Hissène Habré est parti accompagné de quelques fidèles. Avec l'avènement de la démocratie annoncé par François Mitterrand le 20 juin 1990 au sommet de la Baule, on voit en Afrique, par la même occasion au Tchad, s'élever quelques voix audacieuses encore tenues par le régime autocrate d'Hissène Habré. Vous savez que j'ai de l'estime pour Hissène, pour son patriotisme, mais à un moment il a exagéré. Il confondait vitesse et précipitation. Tout ce qu'on lui disait, il fallait passer par la main forte. C'est ça qui différencie Déby à Hissène. Et Déby, quand il est parti voir Hissène pour lui dire, mais Monsieur le Président, les gens avec lesquels on a combattu pour récupérer Aouzou, si on vient maintenant parce qu'ils revendiquent le droit, on les élimine, ce n'est pas bon. Moi, ce n'est pas de mon goût. Hissène lui a dit qu'il n'a pas de leçon à recevoir de lui. Il a compris que ça va mal se tourner parce qu'il était conseiller militaire à la présidence. Il a pris la route du Maquis avec Djamous et autres. Ils sont partis, ils ont combattu Hissène. Pauvreté, misère, dictature, torture, homicide. Voilà qui fait du Tchad un loup fardeau que seuls les Tchadiens l'ont vécu mieux que quiconque dans leur peau, âme et esprit. Et après ça, il y a Maloum, il y a Koukouni, il y a Lol Ouanchoua. Et après ça, Froulina est créé. Après Froulina, Hissène Habré est parti accompagné de quelques fidèles. Idriss Déby aussi, il était le chef d'état-major. Ils ont venu libérer le pays. Et après, Hissène Habré aussi a imposé toujours les partis uniques. Au lieu de revenir faire la démocratie, il a imposé des partis unis, il a créé des unis, il a créé des DDS. Et à cause de ça, encore le président Déby a dit que le pays est en train de mal partir, il a eu des massacres. Le Déby n'a pas accepté ces massacres, tous ces massacres. Il est ressorti encore avec quelques fidèles, il est parti en rébellion. Il a fait 9 mois. Alors, il est revenu chasser la dictature Hissène Habré. C'est ainsi qu'il arriva au pouvoir. Hassan Diamou s'était prédit pour être chef d'État, mais malheureusement, il a été éliminé pendant ce combat. À l'entrée de N'Djamena d'ailleurs. Déby a pris le courage, il a pris le pouvoir. Le dénouement du 1er décembre 1990 avec l'arrivée au pouvoir du colonel Idriss Déby Itno se résume en une phrase historique le 4 décembre 1990. Le président, quand il est venu, il nous a dit que je vous ai amené la démocratie, ni argent ni l'or. La liberté et la démocratie sont désormais possibles au Tchad dès 1990. Une restauration menée par Idriss Déby Itno qui redonne espoir à tout un peuple, autrefois opprimé, torturé, avec au bout du compte d'innombrables victimes. Mais dans ces libertés et démocraties, le Tchad, plus que par le passé, est anéanti sur le plan économique. Les banques n'ont plus de fonds, Hissène Habré et ses hommes ont tout emporté en battant en retraite face à la puissance de feu des Baminis, camarades révolutionnaires d'Idriss Déby Itno. Il faut alors tout recommencer. L'économie tchadienne ne tient qu'à une production à petite échelle du coton, des céréales et la viande bovine. C'est des recettes, des petites recettes douanières. En dehors de ça, il n'y a rien. Certes, une porte s'ouvre sur la démocratie, l'autre se ferme sur l'économie qu'il faudra désormais trouver la clé pour continuer. Un mystère de misère et d'espoir où on entend encore parler de guerre civile jusqu'en 2008. Merci Dieu d'abord, parce que vu le Tchad de des années 90 jusqu'à 2008, le Tchad était vraiment dans le chaos. Et nous remercions Dieu. Aujourd'hui, Tchad est presque la majorité a été goudronnée. La construction, Tchad a fait, Idriss a fait beaucoup de choses. Le président Déby a fait beaucoup de choses. Et après la guerre le 2 février, il y avait une transformation simultanée. Idriss Déby Itno, la clé de la continuité tchadienne. Félicitations président, félicitations président.
Ceux qui ont connu le Tchad d'hier sont aujourd'hui subjugués par son développement non négligeable. Un leader est au centre de la révolution tchadienne. Idriss Déby Itno, pour qui les dés ne sont pas gagnés d'avance, lorsqu'il prend le pouvoir, pour asseoir sa vision de restauration, puis de programmation politique, économique et socio-culturelle du Tchad. Difficulté qu'il rencontre Idriss Déby en 1990, quand il est arrivé, il n'y a rien dans les caisses des États. Donc, le trésor est vide. Il a trouvé carrément un Tchad à genoux, parce que quand Hissène a su qu'il a perdu le combat, il est venu, il a braqué les banques, il a fait même base sur la fortune tchadienne, il a pris même des pick-up, il a passé par la terre, par la voie terrestre, venir à Kousséri, et vous savez ce qui s'en est suivi, le Tchad est resté à genoux. Il a fallu que quand les gens arrivent, il se passe beaucoup d'efforts, beaucoup de courage pour remettre le pays sur les rails. Il se bat avec subtilité pour maintenir la paix nationale et sous-régionale. Sorti de 32 ans d'enclavement politique, mais n'est pas ses prédécesseurs, l'État néant qu'est le Tchad se veut émergent avec Idriss Déby Itno. Notre pays revient de loin après plus de 40 ans de guerre civile et de péripéties de toutes sortes. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques années, le Tchad était qualifié d'État néant. Ce pays en déliquescence, hérité le 1er décembre 1990, date qui consacre la délivrance du peuple tchadien de la dictature, a été reconstruit, remis sur les rails, grâce au courage et à la ténacité de ses dignes fils pour en faire aujourd'hui un État-nation, un pays respecté et respectable. En 2003, l'exploitation du pétrole permet à Idriss Déby Itno de financer son projet de société. On a vu partout des infrastructures routières, la construction de bâtiments, des hôpitaux et des écoles qui ont été construites. Idriss a fait beaucoup de choses, le président Déby a fait beaucoup de choses. Son projet de société, c'était d'abord le Tchadien avant tout et former les Tchadiens. Ainsi, il a multiplié les infrastructures scolaires, les infrastructures routières, comme je vous le dis. N'Djamena, avant, quand il y avait le vent qui soufflait, tout le monde attachait sa tête parce que la poussière était partout. Et aujourd'hui, vous voyez les infrastructures, vous voyez le Tchad. Vous n'arrivez même pas. Les routes même avant c'était combien aujourd'hui? Il y a des échangeurs, il y a le Tchad et aujourd'hui je pense que les gens qui savent bien le Tchad avant et aujourd'hui, il y a une grande différence. Après ce reportage que vous venez de voir, autant que nous, amis téléspectateurs, je vais me tourner une fois de plus vers M. Paul-Denis Ketchemen. Alors notre débat, 3 mouvements, le Tchad d'hier et celui d'aujourd'hui. Vous avez vécu au Tchad, vous connaissez le Tchad, vous avez été là-bas, et puis d'ailleurs vous êtes un ami, il ne faut pas le cacher, d'Idriss Déby Itno. Ah ben, dire que je suis ami d'un chef d'État, c'est trop dire. J'ai été reçu par le chef d'État, par lui, mais c'est un monsieur qui est très chaleureux. C'est, disons, dans la vie, il ne faut pas juger les gens de loin. L'occasion que j'ai eue à rencontrer le président Déby, c'est qu'on m'a parlé tellement de ce monsieur que on a pris des risques pour aller au Tchad, pour communiquer avec le Tchad. Quand il a été au courant que nous étions au Tchad, il nous a fait venir au palais. Mais c'était étonnant. Parce que beaucoup de gens parlaient de Déby, vous parlez de ce monsieur on parlait péjorativement du Tchad. Sans le vivre de près, parce que le Tchad a raison. Et je l'ai dit merci 1000 fois d'avoir reconduit ce monsieur à la tête du Tchad, parce que l'Afrique a besoin de lui. Alors, vous qui avez vécu par le passé au Tchad, le Tchad d'hier,
et le Tchad d'aujourd'hui? Quelle différence faites-vous? Oui, mais le Tchad d'aujourd'hui, avant le Tchad n'était rien. Déby, c'est le petit berger qui devient grand bâtisseur. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Il sait comment certaines personnes, il donne des responsabilités à certaines personnes. Il y a des bâtisseurs parmi, comme Déby. Je vous dis, son souci pour le Tchad n'a pas de portée. Je vais vous dire une vérité. J'ai lu dans un journal où certains réseaux mafieux demandaient à Déby si on pouvait lui déposer de l'argent dans un compte neutre pour pouvoir faire le matabiche. Il a dit non, qu'on reverse tout cet argent-là au trésor tchadien. Il y a combien de chefs d'État qui font ça? Il n'y en a pas beaucoup. C'est l'amour de son pays. Vous savez que lui, c'est que aller acheter des immeubles, faire de ces gros trucs à l'étranger n'est pas dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il a le souci du Tchad. Et c'est quelqu'un, avant d'arriver au pouvoir au Tchad, il a souffert. Il a souffert. Et il aime ce pays. Et quand vous le voyez, le Tchad aujourd'hui, vous voyez ces boulevards, les voies, les doubles voies, les rues, parce que le miroir d'un pays, ce sont ses routes. Quand vous arrivez au Tchad, vous sentez que le Tchad vit bien. Même quand vous parlez de la crise c'est quoi? Nous ne sommes pas nés avec le pétrole. Nous connaissons l'agriculture et puis l'élevage. Le Tchad vivait de ça. Même si le pétrole est venu, bon, ça a fait le boom, les gens ne devaient pas se contenter que la manne du pétrole, un jour, ça devait toujours s'arrêter. Donc, mais je dis toujours qu'au Tchad, si vous repartez au Tchad aujourd'hui, et le Tchad que j'ai connu dans les années 90, 80, 90, parce que j'ai connu le Tchad depuis le temps de Thomas Albaï. Mais mon cher ami, c'est la nuit et le jour. Parce que je dis même certains pays où nous sommes, où on a fréquenté, qui aux alentours, en ville le Tchad au niveau de ces infrastructures. Je crois que vraiment, les Tchadiens eux-mêmes sont contents. Et ils savent qu'ils ont eu un meneur, ils ont un meneur qui ne vit que pas pour le Tchad, mais qui est là pour l'Afrique. Parce que si nous perdons Déby, l'Afrique a perdu encore un autre train, un autre wagon, une autre locomotive. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de locomotives en Afrique. Mais il est l'un des premiers locomotives qui tire l'Afrique vers le haut. Alors, merci M. Paul-Denis Ketchemen, nous reviendrons à vous. M. André Roum, on le rappelle, vous êtes ingénieur en froid et climatisation. Vous avez certainement entendu parler du Tchad par le passé et vous avez une vue du Tchad actuel. Quel est votre avis à ce sujet? Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole sur la télévision La Voix du Continent pour parler de la thématique tchadienne. Et moi, la modeste contribution que je peux apporter en Afrique, c'est de donner de moi, de mon énergie et de mon idée et puis de ma foi aussi. Et cette foi vient d'où? Ça vient de Dieu. Et lorsque Dieu donne, il tourne le dos. Donc il a donné à notre grand frère, notre papa, notre patriarche, Idriss Déby Itno. Je ne connais pas très bien le Tchad, mais je sais que le Tchad, c'est avec l'Afrique centrale, au-dessus du Cameroun, ou la Tchad, on partage un même lac. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir, on va parler du terrorisme, on va parler du développement et tout. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu l'action d'Idriss Déby. Alors moi, ce que je peux apporter en tant qu'ingénieur en froid et climatisation, un développement durable, un environnement, et à ajouter maintenant à la force de caractère, à la force de poing de Idriss Déby Itno, ma modeste contribution, le Tchad d'aujourd'hui et le Tchad du futur. Et j'ai vu déjà en tant que locomotive, comme chef d'État et en Afrique, comment il a contribué à des guerres pour éradiquer ce qu'on appelle le terrorisme. Déjà, dans mon pays, le Cameroun, j'ai vu la traversée avec sa force, et Dieu lui donne cette force, le courage. Il a traversé, il a commencé à combattre Boko Haram. Au moment où nous tous, les Camerounais, on regardait que ça va se passer comment. Il nous a donné cette force. Merci mon père, merci mon patriarche. Et donc, en tant qu'ingénieur en froid et climatisation, merci aux Tchadiens. On a signé à la sous-région CEMAC sur le SAO en 2004. Et maintenant, il va falloir avec le développement du Tchad, qu'on ne soit pas concentré qu'au niveau de la manne pétrolière. Avec la force humaine, donc ça veut dire que les ressources humaines qu'on a,
l'énergie, déjà fossile, l'énergie éolienne, le développement durable, les énergies renouvelables, on va pouvoir ensemble développer l'Afrique. Et c'est pour ces raisons que j'ai créé une entreprise au Cameroun et en Afrique pour pouvoir aussi apporter ma pierre à l'édifice, que ce soit tchadienne, au Cameroun, mais beaucoup plus maintenant dans la sous-région, pour pouvoir en Afrique. Un exemple de développement durable et de création d'emplois, on en parlera au cours de l'émission. Monsieur Joseph Martial Djebaba, vous êtes ingénieur, vous êtes concepteur, électronicien. Alors, vous avez entendu parler du Tchad par le passé. Quel est votre point de vue sur le Tchad d'hier, celui d'aujourd'hui? Merci encore, Magloire Nyandom, de m'avoir donné la parole ici au plateau. Le Tchad d'hier et le Tchad d'aujourd'hui, je crois que c'est deux mondes différents. J'ai entendu, je n'étais pas au Tchad. Le Tchad d'hier, c'était comme la poubelle. Et le Tchad d'aujourd'hui a quelqu'un, comme j'ai dit avant, ce monsieur, il a d'abord le souci des enfants. Alors il aime beaucoup des jeunes, il aime l'encadrement des jeunes. Quand vous voyez un papa qui a toujours l'habitude d'aimer les jeunes, ça veut dire qu'il connaît ce qu'il cherche. Alors, moi, je peux beaucoup apporter aux Tchadiens par mon expérience que j'ai en maintenance électronique dans tout appareil. Et il y a aussi beaucoup de Tchadiens qu'il faudrait qu'on fasse le gentleman. Ça veut dire qu'on apporte notre savoir et aussi ils ont les ingénieurs là-bas. En coopération sud-sud. Coopération. Donc le président Idriss Déby, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Donc quand vous voyez quelqu'un qui prend les enfants, il veut les former, alors il ouvre les bras. Je crois qu'il n'a jamais enlevé, déguerpir les gens au Tchad. Hein. Tu es au Tchad comme tu es au Cameroun. Hein. Moi, j'en sais quelque chose. Le Tchad est d'ailleurs l'un des pays qui a mis en application la libre circulation dans la sous-région, d'ailleurs. Alors, merci. Voilà. Merci. Donc, ce qui fait, avec ta carte d'identité entre Tchad, tu n'as pas besoin d'un passeport. Au Tchad, tu n'as pas de problème où on va dire que ça, c'est le Camerounais, on te fait sortir. Donc, je crois que nous allons beaucoup apporter, beaucoup. Mais il ne faut pas trop compter sur le pétrole. Parce que le pétrole, ça vient, c'est les Blancs qui nous jouent avec, ça chute, après ça remonte. Mais nous sommes des Africains. Hein? On est forts. C'est notre force même de main, avec les mains, qu'on peut contribuer. Et puis, on est né avec. Alors, M. Martial Messi, ingénieur en télécommunications et réseaux informatiques, vous avez certainement entendu parler du Tchad d'hier et celui d'aujourd'hui. Alors, quel est votre avis à propos? Une fois de plus, Magloire Nyandom, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Encore partager avec des aînés sur ces sujets et qui est effectivement très intéressant. D'ailleurs, je vais vous féliciter pour le sujet parce que le Tchad du passé et celui d'aujourd'hui serait l'histoire du Tchad. Et je pense que le Tchad est vraiment un modèle qui résume en quelque sorte l'histoire des peuples africains. Alors, si on prend le Tchad dans le passé avec Nakata, Tombalbal, François, qui fut le premier président tchadien après les indépendances. Alors, vous allez voir un homme qui, arrivé à la tête de l'État tchadien, avait une vision assez futuriste, assez intéressante pour poser des bases solides. Alors, c'est comme ça qu'il fait appel à une entreprise française, le bureau de recherche pétrolière, puisqu'à l'époque, le pétrole a toujours été comme un modèle du développement économique des États. Alors, il est tellement surpris de voir qu'avec cette entreprise, on lui fait savoir en 1962, on fait savoir à François Tombalbaye que le sol tchadien ne renfermait que du sable et du caillou, qu'il n'existait pas même une seule goutte de pétrole.
Mais étant déterminé en tant que patriote, il ne va pas se limiter à ces résultats. Il va faire appel à une compagnie américaine qui de 1962 à 1963 révèle plutôt des résultats assez surprenants, que le Tchad était un plateau pétrolifère. Et il ne va pas s'arrêter, il va continuer. Donc il se démontre comme un président rattaché aux valeurs traditionnelles, aux valeurs internes à son pays. Donc c'est ce tracé que le Tchad va suivre jusqu'à Idriss Déby, qui est aujourd'hui traditionnaliste, patriote à son pays, et effectivement se montre déterminé au développement de son pays. Il ne s'est pas limité à l'exploitation pétrolière du Tchad. Il a donné des grandes orientations, telles que les aînés l'ont parlé tout à l'heure, l'agriculture, la pêche, où il se démontre qu'il est situé comme pays où il y a tant de fleuves et tant de lacs. On dit que les gens meurent de famine. Donc il se démontre traditionnaliste parce que si on veut tracer l'histoire des pays africains, ou alors du Tchad en particulier, on va faire cette relation de nos peuples avec les Occidentaux qui étaient arrivés et nous ont bouleversés dans tout ce qu'on avait comme valeur. Nous ont vendu le rêve et continuent à nous tenir dans cette politique, dans ce programme qu'eux seuls connaissent les bases, c'est-à-dire nos économies, nos cultures et nos valeurs. Alors, Monsieur Paudelis Ketchemen, on a suivi Monsieur Marcel Messi parler tout à l'heure d'une expertise et contre-expertise française, américaine. Alors, vous qui êtes expert en sécurité d'État, alors c'est une question d'incompétence ou alors c'est un plan bien précis pour pouvoir assujettir le Tchad ou peut-être exploiter mieux ses ressources, peut-être assujettir l'Afrique. Vous savez, ces gens, les colons ne sont jamais venus en Afrique. Ils ne sont pas venus nous aider. C'est des gens qui se cherchent. Déjà chez eux, quand ils viennent ici, ne les prenez pas comme des hommes d'affaires. Ce sont des hommes qui sont en mission. Et nous qui disent qu'ils créent des sociétés, non. Ils fonctionnent avec l'argent qu'on appelle les fonds perdus. Ça veut dire que les fonds perdus, c'est des secrets. Ils viennent ici, ils viennent sans dossier, sans papier. Et ils n'ont que leur passeport. Dès qu'ils entrent en Afrique, ils trouvent un emplacement qu'ils louent. Là sont ceux qu'ils construisent presque jamais. Quand il loue, quelque temps après, il va recruter les nationaux. La banque lui met une ligne de crédit que tu donnais même le titre foncier de la tombe de tes parents. On ne te donne même pas un dixième de cet argent, on ne te donnera pas. C'est comme ça qu'après, ils entrent par-ci, par-là, ils créent des relations, par-ci, par-là. Mais le problème, c'est que nous, Africains, la peau rose, nous ne connaissons pas encore comment les traiter. C'est des gens, quand il ne faut pas les traiter avec bon cœur, ce sont des méchants. Il y a pas quelques jours, j'ai suivi une chaîne de télévision que certains peaux roses ont enfermé dans un cercueil un noir vivant en Afrique du Sud. Vous voyez que nous vivons avec des diables, des démons. Quand ils viennent sur notre continent, les gens les disent non, 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 il ne faudrait plus jamais qu'on les laisse faire. Il faut que la jeunesse africaine se réveille. Nous sommes les anciens, nous partons, mais la jeunesse, si vous ne vous réveillez pas, vous êtes pris en étau toute la vie, vous n'allez plus rien faire. Si notre génération part sans vous montrer le chemin, vous n'allez plus réussir avec ces gens. Je veux vous dire, ce n'est pas d'être méchant avec ces peaux roses là. Ils sont chez eux, nous sommes chez nous. Mais c'est la politique qu'ils pratiquent.
Je ne suis pas contre eux, je suis contre la politique qu'ils mettent en place. Parce qu'ils veulent nous maintenir dans l'esclavage. Ils veulent nous maintenir comme des serveurs à vie. Et nous ne pouvons pas. Et le mal en Afrique, c'est que quoi? Nous ne cherchons pas même à savoir un jour comment va-t-on faire pour s'en sortir. Chacun reste de son côté. Ceux qui ont un peu eu les moyens, parce que tout le monde fait la politique et en Afrique, comment on sait qu'on ne s'enrichit qu'en politique. Dès qu'il a son argent, il part déposer là-bas. Eux-mêmes, ils vous facilitent l'apport d'argent. Vous mettez là-bas, ils savent que vous ne reprendrez plus jamais. C'est comme ça qu'on a appauvri l'Afrique. Mais la stratégie de l'Afrique, c'est quoi? C'est d'abord que les chefs d'État eux-mêmes, qui ne mettent plus l'argent en Europe. Vous avez vu les cas que nous avons vus ici, quand on a parlé des biens qu'on a saisi, les biens de Obiang en France. J'avais dit sur un plateau de télévision, surtout la voix du continent, qu'on ne servait pas les prochaines victimes, personne ne s'est réveillé. Toute l'Afrique on reste tranquille. Quand on fait un État, personne ne dit rien. Après, c'était maintenant devenu le cas de Sassou, où c'est la nièce, ou c'est son enfant. Demain, on ne sait pas encore l'autre victime. Donc, l'Afrique doit s'unir quand il y a un événement, que les gens se lèvent tous, que tous les États mettent en branle-bas les mouvements de révolte. Parce que ce n'est pas, on ne donne pas la liberté s'arrache. Ces gens, si on ne leur fait pas peur, si on ne les menace pas, ils ne nous laisseront pas. Vous dites toujours que nous n'avons pas des armes. Nous avons une arme qui est même plus que l'arme atomique. Moi, si je suis seul et vous voulez m'agresser, j'utilise mes caca, mes excréments, je chie, je porte à la main, si je vous frappe ça en plein milieu. Si vous voyez les caca, vous ne pouvez pas les maintenir. Donc nous pouvons même avec nos excréments les chasser chez nous. Il est hors de question qu'on ait pitié. Parce qu'il faut que nous arrivions au stade sauvage. Parce que le mot sauvage, c'est un mot de leur langue, non? C'est la langue française qui a le mot sauvage. Donc chez nous, les excréments aussi, c'est une arme de guerre. Parce que ça, c'est l'arme. Les excréments, c'est les munitions. Et tu ne peux pas manquer. Même si tu manges les herbes, tu auras ça. Donc il faut que les Africains apprennent déjà à savoir qu'ils peuvent se sacrifier. On parle maintenant, les Arabes, qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. C'est parce qu'on porte les rangers à la tenue militaire pour aller larguer les bombes chez les gens qu'on n'est pas terroriste. Non. Il faut déjà savoir pourquoi il n'y avait pas ça avant et que maintenant là, pourquoi ça existe. Cherchons les cas. C'est comme ça qu'on veut déstabiliser le Cameroun, on veut déstabiliser le Tchad, on veut déstabiliser l'Afrique, nous mettre en guerre parce que c'est un plan bien tissé. Le problème même qui se passe au Tchad, c'était dans le même rayonnement avec le Mali. Dans l'agenda du service secret français, c'est depuis 1958 qu'on devait partiser le Mali. Mais c'est aujourd'hui que les gens sont surpris qu'on voit les guerres par-ci par-là. Non, l'Afrique est prise en étau. On va revenir à vous sur la question sécuritaire. Je vais me tourner vers M. Androu une fois de plus. On va parler du Tchad, on va parler de la crise tchadienne. Donc le Tchad est en crise. Le Tchad a fait un pas de plus depuis 2003 à partir de l'exploitation de son pétrole, mais avec la chute du prix du baril du pétrole, le Tchad qui devait organiser le sommet de l'Union africaine en 2014 a reporté à une date ultérieure cette organisation. Pourquoi? Parce que la chute du prix du pétrole a affecté sérieusement l'économie du Tchad. Alors pour vous, qui êtes ingénieur en climatisation, qui est promoteur d'une entreprise en la matière, pensez-vous que le Tchad est en crise? Pourquoi? Merci une fois de plus de m'avoir prêté la parole pour le développement du Tchad, la crise du Tchad et la crise en Afrique. L'asservissement du blanc, ça veut dire que la peau rose dont le patriarche a parlé tout à l'heure, c'est tout un plan. Bon, à mon aspect, c'est tout un plan bien organisé. Bon, vu que maintenant on a parlé du développement du Tchad au niveau du pétrole, la bande pétrolière et tout, et on n'a pas pensé de l'autre côté qu'en fonction de ça aussi, nous Africains, on peut ajouter à ça, parce que c'est une denrée périssable. Donc le pétrole va tarir. Après le pétrole, la vie des vies doit rester. Et on peut joindre à ça maintenant ce qu'on a appelé entre autres maintenant, parce que le développement durable, c'est encore une autre connotation qu'on a masquée. On peut maintenant utiliser ça avec nos ressources humaines pour pouvoir maintenant pallier à la crise pétrolière et maintenant pallier en plus maintenant avec
la ressource humaine sur le développement durable. Le développement durable, il est écologique. L'écologique, lorsqu'on parle de l'écologie, on parle de la planète. Donc, sans écologie, on ne peut pas vivre. Donc, c'est économique. L'économie, ça veut dire que, vu qu'on peut pas lire maintenant, on touche l'économie, parce que c'est tout le monde qui doit contribuer. Donc, moi, en tant qu'un expert en frigorigène, on parle des changements climatiques. Qui dit changement climatique, ça va faire atterrir le pétrole, dit changement de comportement. Maintenant, nos comportements doivent aussi changer. On doit aller en phase avec le monde. Donc l'Afrique aussi, avec sa ressource humaine, avec son intelligence, on met ça au service du Tchad, on met ça au service de notre patriarche Idriss Déby, que Dieu nous a donné aussi encore en Afrique. Et nous, on peut copier cet exemple en tant que jeunes et qui comprennent aussi que la jeunesse a ce souci du mal-être de l'Afrique. Qu'est-ce qui va se passer demain? Voilà le pétrole qu'on nous dit maintenant que ça baisse et profitons de ça pour créer autre chose. Avec notre ressource humaine, on profite aussi de ça pour joindre à ça le développement durable, l'environnement. L'environnement tchadien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a tout. Avec tout ça maintenant, je crois qu'avec l'union de nous tous, de nos jeunes, avec nos patriarches, avec tous ces conseils, qu'on puisse accompagner notre grand frère, notre papa, dans le développement de l'Afrique. Moi, je pense que si l'Afrique aujourd'hui, le Tchad se soulève encore, l'Afrique va bouger. Avec notre patriarche, et voilà comme ma modeste contribution que je peux apporter, et que je serai prêt à arriver au Tchad pour, bon, prenez un exemple. Bon, je vais juste un tout petit exemple en matière économique. Il va falloir maintenant qu'on commence à taxer tout ce qui entre au Tchad. Avec ça, les caisses de l'État seront pleines. Les caisses qui seront pleines, on ne va plus prendre l'avion pour aller au FMI demander de l'argent. Il y a tout pour tout réorganiser sur place, avec tout ce qu'on a déjà et tout ce qui entre sans taxe, dont on parle la peau rose, qui fait entrer les choses sans taxer et pour polluer encore l'Afrique une fois de plus. Je pense que bon, joignons nos efforts, nos intelligents, pour pouvoir maintenant essayer de contrecarrer, parce qu'il y a un autre plan qui est tracé derrière. Il y a aussi l'exportation des revenus de ces entreprises étrangères au Tchad, qui servent plutôt à l'étranger au lieu de faire tourner l'économie tchadienne. Alors, monsieur Joseph Martial Djeibaba, alors, et la question que je vous posais, c'est de savoir pourquoi le Tchad est en crise et quelles sont les solutions. Le Tchad est en crise parce que, comme a dit notre patriarche qui est expert en sécurité, les gens, ils ont le nom de la peau. C'est une habitude, ils nous appellent les esclaves. Bon, nous ne sommes pas des esclaves, mais nous tous nous sommes esclaves. Parce qu'eux aussi sont des esclaves. Pourquoi ils quittent de chez eux pour venir ici? Ça veut dire que nous tous, nous sommes aussi des esclaves. Bon. La politique de la crise qui est au Tchad, c'est vrai, il faudrait plus qu'on compte sur la FMI pour aller chercher des fonds. Les ressources qui sont produites par le Tchad, et avec les sociétés de ces peaux roses qui sont là. Nous devions aussi être bien civilisés. On doit être bien civilisés parce que eux, ils croient qu'ils sont plus sages que nous. Mais nous aussi, comme disait l'expert M. André Oum, nous devions créer. Je vous ai dit tout à l'heure que... Créer des richesses? Et bien sûr, nous-mêmes. On crée, il y en a. Au Tchad, il y en a. Je crois que si on nous invite au Tchad, on va les démontrer. Même les appareils qui sont là-bas, tout ce qui est là-bas, on parle d'appareils. Ou chaudronnerie, ou mécanique, ou électronique, ou froid et climatisation. Tout ce qui est là-bas, on crée. On crée les emplois. Le taux de chômage va baisser. Parce que non, on ne savait pas.
Quand on nous invite avec le président, on va le démontrer et on va remplir les caisses de l'État. Alors, le message est passé. Monsieur Martial Messi, ingénieur en télécommunications et réseau informatique. Alors, le Tchad est en crise. On sait que c'est la chute du prix du baril du pétrole. On sait aussi que Idriss Déby Itno s'est investi dans la lutte internationale contre le terrorisme. Alors, au bout du fil, au bout du rouleau, je voulais dire, il se retrouve avec beaucoup de milliards de francs à dépenser pour la question sécuritaire. Et la question qu'on se pose, et justement, c'est de savoir comment le Tchad, qui est en crise, comme tous les pays producteurs de pétrole, peut sortir de cette crise. Quelles sont les voies d'issue pour le Tchad? Pour vous qui êtes ingénieur en télécommunications, vous savez combien ça rapporte à ces entreprises, le cas par exemple du Cameroun, avec Orange, MTN et Nextel, pour ne pas les nommer, sans publicité, qui brassent beaucoup de milliards. On sait que du côté du Tchad, il y a par exemple le Tigo. Mais que proposez-vous pour que le Tchad puisse, un pays exemplaire, sortir de cette crise-là? Une fois de plus, Magloire, merci de m'avoir invité sur ce plateau, partager les idées. Alors, avant de proposer les solutions, je vais faire un bref aperçu sur la crise tchadienne, ou alors la crise des États africains. Alors, quand on parle de crise économique, ça sous-entend un manquement dans le financement ou alors matériel. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il manque du pétrole? Est-ce qu'actuellement, dans les États africains, il manque du pétrole? On va dire non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crise en matière de production. Alors, je vais qualifier cette crise que nous appelons crise tchadienne, ou alors crise pétrolière, comme plutôt une crise mentale. Ça veut dire, on nous a installé dans nos têtes l'idée que tout était défini ailleurs et on venait juste nous imposer. Alors, vous allez comprendre ceci dans ce sens où le Tchad a le pétrole, comme je l'ai démontré au départ, depuis les années 63, 1963, on démontre la richesse du sous-sol tchadien. On l'appelait l'Eldorado africain. Mais les gens se sont assis au départ pour démontrer qu'il n'y avait que des cailloux et le sable. D'autres sont venus, ils ont démontré qu'il y avait du pétrole qui pouvait faire la force de l'économie tchadienne. Alors, ils l'ont démontré jusqu'à la période d'Idriss Déby, qui a su manager cela. Mais il arrive que le vrai malheur des États africains n'est pas au niveau de la crise. Le vrai malheur des États africains, moi je dirais le complot des institutions de Bretton Woods, comme on les appelle, avec le colon. Ça veut dire, on vient en Afrique, on vous fait savoir que vous n'avez rien, comme un paradoxe qu'un historien soulevait, on continue en même temps riche et pauvre. Mais quand cela arrive, vous fait savoir que vous n'avez rien, vos sous-sols ne valent rien. Un petit exemple, monsieur Magloire, le Qatar, qui n'est qu'un petit pays de 1,400 millions d'habitants, ne produit pas un pétrole qui est en or. Le même pétrole qu'on produit au Qatar, c'est le même qu'on produit au Tchad. Alors qu'est-ce qui justifie le fait que, juste après quelques années d'exploitation de leurs ressources pétrolières, le Qatar se retrouve en train de vouloir organiser les Coupes du Monde? Ça veut dire, ça sous-entend déjà le potentiel économique du pays. Est-ce que ce n'est pas une question de stratégie, M. Polévi Ketchenou, vous qui êtes expert en... Oui, vous savez, le Qatar, même cette Coupe du Monde, c'est une mafia française. Ça, c'est Sarkozy qui est derrière cette histoire de Qatar. C'est le service secret français. Vous savez, ça a ramassé Platini, ça a ramassé beaucoup, il y a beaucoup de casseroles dans cette histoire. Vous voyez, le Qatar, je peux même dire que c'est un pays qui ne dépasse pas un pays africain. Si ce n'est pas que le pétrole, ils ne savent pas cultiver, ils ne font pas l'élevage non plus. Si ce n'est que le pétrole, si le pays n'a pas de pétrole, le Qatar n'existe pas. Mais cette manne pétrolière chez eux, les effets montés des ailes qui peuvent même aller acheter l'Élysée. Quand ils arrivent avec leur argent en France, c'est le meilleur argent. Mais si c'est un Africain qui a cet argent pour pouvoir investir quelque part là-bas, ça devient bien mal acquis. Je prends un exemple du vice-président de la Guinée équatoriale. Mais c'est qu'est-ce que vous l'appelez Qatar? Qatar, c'est quoi? Ce sont les porteurs d'eau, le service secret français. Le Qatar a contribué à l'assassinat du président Kadhafi. Mais le Tchad venait de rompre les relations diplomatiques avec le Qatar. Pourquoi nous, d'autres pays de l'Afrique, de la sous-région, ne suivent pas?
C'est la population, c'est la société civile qui doit libérer l'Afrique. Les chefs d'État sont pris dans un étau, ils ne peuvent pas. Mais c'est que la population n'est pas informée de ce qui se passe. Nous devons communiquer. Ça veut dire qu'il faudrait que plusieurs chaînes panafricaines soient créées et pour informer la population des risques que nous courons. Nous ne pouvons pas indéfiniment rester bouche bée. Parce que le Qatar c'est ce qu'on appelle le Qatar. Quand vous allez faire la Coupe du Monde là-bas, on nous a dit même qu'il y avait des gens qui quittent ici pour aller travailler là-bas, qui dormaient dans les stades, ils n'ont même pas. Qu'est-ce que vous appelez Qatar? Ça, on vante le miroir extérieur, mais quand vous êtes à l'intérieur du pays, vous trouvez le contraire. Le bienfait de l'Afrique, c'est quoi? C'est que nous sommes très accueillants. Il va falloir que nous change. Il faut qu'on change. Que nous changeons le comportement. Moi qui vous parle, je suis devenu amer. Je suis capable de sortir mes excréments et frapper au fond de moi. Pour quelle raison? Ah, mais pour les chasser sur le continent, je crois que ça serait que la seule méthode qu'il faudrait que les jeunes, même si ça ne va plus, qu'ils utilisent cette méthode-là. Parce que, oui, nous ne fabriquons ni armes ni munitions. Donc, oui, mais c'est je vous dis, parce que nous ne pouvons pas être tout le temps en train de souffrir et que nous voyons l'ennemi en face, on sait comment il nous torture, on ne fait rien. Et ça dit que la diplomatie... Qu'est-ce que vous appelez diplomatie? C'est eux qui ont mis toute cette méthode en place. Quand vous parlez de... Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire, quand on est venu détruire la Côte d'Ivoire. L'ONU qui était venu là-bas, l'ONU qui vient comme l'homme qui veut mettre la paix, c'est eux-mêmes qui tiraient sur le palais de Gbagbo. Vous les avez vus en direct dans une vidéo. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être, c'est les hommes qui ont créé l'ONU. Il faut que d'autres hommes qu'on réfléchisse pour créer l'ONEL, Organisation des Nations Libres. C'est les hommes qui ont créé l'ONU, Organisation des Nations Unies. Il faut qu'on réfléchisse pour créer l'Organisation des Nations Libres. Et on pourra faire une armée qui aura les casques verts. En ce moment-là, il y aura un contrepoids. Parce qu'une institution sans contrepoids, ça ne marche pas. Parce qu'ils nous dictent ce qu'ils veulent. C'est un truc qui a les lois. Il y a d'autres pays là-bas qui ont les droits de veto. Mais c'est pas qu'ils ont la même idée sur nous. Donc le problème de l'Afrique, c'est toujours un problème. Il faut que l'Afrique s'unisse. J'ai déjà parlé de ça. La seule solution de l'Afrique pour s'en sortir dans toutes ces petites merdes-là, c'est l'union. Et on doit commencer seulement par les petites organisations, par la société civile. C'est même si les chefs, ceux qui sont chefs d'État, comme on les a pris, et surtout éviter que les prochains chefs d'État ne soient pas francs-maçons, ne soient pas Rose-Croix. Parce que ça, c'est les histoires de sectes avec lesquelles on a embrigadé notre continent. Après, avec les Rose-Croix francs-maçons, il y a maintenant la mafia italienne et la mafia corse qui embrigade. Et puis ils ont pris le Maroc comme la base, de là où on fait les transactions, on change David en mec, et puis pour pouvoir injecter partout, pour créer des situations bizarres. Vous savez, l'Afrique est pris en étau. Comme chaque pays veut seul, il dit ça, mes frontières, vous savez que nous n'avons pas de frontières. La première fois que j'ai traversé la frontière du Cameroun et le Tchad, j'ai regardé voir s'il y avait un mur qui séparait les gens. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle frontière? La frontière même, nous ne sommes qu'une seule famille qui parle de différents dialectes. Surtout que suite à la balkanisation de l'Afrique, il y a des groupes, des tribus, des grandes familles qui sont retrouvées à la fois au Tchad, au Cameroun, tout comme ça se passe dans tous les pays frontaliers. Donc c'est une question de culture, c'est une question de démographie. On va, mesdames, messieurs, aller au troisième mouvement, à la troisième question. La question est celle du terrorisme dans le bassin du lac Tchad, qui compte bien sûr avec le Tchad. Mais après cette transition, nous proposons de regarder ce documentaire sur le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Comment le Cameroun, des concerts avec les autres pays, à savoir le Tchad, on le sait très bien, qui est un acteur majeur dans cette lutte, a pu combattre efficacement le terrorisme. Regardez.
courageux pour atteindre le but de la nation. Pourquoi tu me gênes? Loin d'une simple démonstration de motivation militaire, c'est dans une zone à risque que nous opérons ces images au nord Cameroun, en jet de pierre du Nigeria. Aux causes, les insurrections de la secte terroriste Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun a poussé le président Paul Biya à sortir de sa réserve habituelle pour défendre l'intégrité territoriale avec une puissance de feu sans pareil. Nous avons mis en place désormais des moyens, des unités de combat et ça ne sera plus facile pour le Boko Haram de s'attaquer au Cameroun. Objectif, riposter. Anéantir, éradiquer de concert avec le Tchad et autres pays du continent la nébuleuse Boko Haram. C'est pourquoi maintenant on va accentuer la coordination des actions. Il va sans dire qu'aujourd'hui, le terrorisme n'affecte pas seulement le Cameroun, le bassin du lac Tchad, la sous-région, mais la communauté internationale. Et nous souhaitons qu'ici, au sommet de l'Union africaine, réellement tous les pays se préoccupent parce qu'il ne faut pas attendre que ça arrive. Il faut qu'on se donne la main. Si nous mettons ensemble nos moyens de renseignement et nos moyens logistiques, je pense que nous pourrons faire face au terrorisme. Pourquoi les Boko Haram? Qui font les Boko Haram? Qui les soutiennent logistiquement et financièrement? Comment éradiquer cette nébuleuse au sein du bassin du lac Tchad? Voilà des questions essentielles qui brûlent les lèvres du commun des mortels ici et ailleurs. Je lui ai dit le sens de ma visite, qui est une visite de solidarité et d'amitié profonde avec le peuple camerounais et les autorités camerounaises. Et le président a bien voulu me dire qu'il était très heureux que dans cette période qui est difficile, la France soit aux côtés du Cameroun pour toujours. Mais nous sommes totalement engagés à vos côtés et il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. On me dit, l'ambassadrice que nous avons ici me dit qu'elle a vu dans certains éléments de presse que la France aurait, je ne sais pas qui a été inventé ça, quelques tolérances particulières vis-à-vis de Boko Haram. Ça n'a absolument aucun sens. Ce sont des égorgeurs. Il faut bien avoir ça présent à l'esprit. Et de la même façon que nous avons été présents au Mali lorsqu'il avait fallu s'agir, lorsqu'il s'est agi de lutter contre les terroristes, de la même façon que nous avons alerté l'opinion internationale lorsqu'il s'est agi de défendre la République centrafricaine, de la même façon, nous défendons devant la communauté internationale la nécessité pour les Africains, pour les Camerounais, pour les Nigériens, pour les Tchadiens et pour les Nigérians de lutter contre Boko Haram. Mais précisément, Monsieur le Ministre, on a le sentiment de vous avoir vu, vous, la France, vous engager avec plus de promptitude d'ailleurs. On attendrait peut-être sur le front de la lutte contre le Boko Haram que... Non, n'ayez pas ce sentiment. Nous faisons ce que nous demandent nos amis africains. Encore une fois, nous n'avons pas substitué aux Africains. Ce n'est pas notre conception, ce n'est pas d'ailleurs la vôtre. Hein. Mais nous avons à appuyer, à chaque fois qu'on nous demande, les démarches de nos amis africains. Et croyez-moi, dans la lutte contre Boko Haram, nous sommes côte à côte. Cameroun est pays du bassin du lac Tchad dans la lutte contre Boko Haram.
Afrique 1, le média des objectifs de l'Afrique. Donc Déby a fait un effort colossal. Grâce aux revenus du pétrole, le PIB, produit intérieur brut, passe de 2004 à 2005 de 1732 milliards à 3101 milliards CFA, soit 80% des recettes du budget de l'État. Mais la crise mondiale, caractérisée par la chute du prix du baril du pétrole, est une alerte. Le pétrole est non seulement une manne périssable au fil des années, il ne doit pas être pour un pays comme le Tchad l'objet de toutes les attentions, de toutes les espérances d'issue socio-économique. Il y a aussi l'agriculture et l'élevage, dont la modernisation aboutissant aux industries de transformation contribuerait efficacement à court et moyen terme à la création des richesses et d'emplois. C'est quand le pétrole est venu, la découverte du pétrole, c'est vrai, et que lui, il a commencé à l'exploiter, que les animosités ont compris. Parce que le pétrole, c'est le drame. Mon pays d'origine vient d'en trouver et je sais que ça va amener des problèmes. D'ailleurs, ça commence à critiquer partout. Puisque le pétrole, les gens pensent que quand il y a le pétrole, tout le monde est riche déjà. Alors que, vu nos handicaps d'exploitation, c'est ceux qui exploitent ce pétrole qui nous imposent les prix que Déby a même remis en cause avant qu'il n'ait un léger mieux. Le sommet de l'Union africaine annoncé en N'Djamena le 15 juin 2015 est renvoyé à une date ultérieure en 2014. Idriss Déby Itno rappelle ses compatriotes le 1er décembre 2014 à l'activité agropastorale. Je n'ai jamais cessé de dire que le Tchad est un pays agropastoral. L'agriculture et l'élevage constituent les deux mamelles, je dis bien les deux mamelles de notre économie. Qui dit élevage, dit éleveur. Qui dit agriculture, dit agriculteur. Ce sont là deux entités distinctes, mais complémentaires. Au Tchad, 65% de la population est considérée comme jeune. Les plus jeunes sont estimés à 45%. La sécurité alimentaire en Afrique, particulièrement au Tchad, est une priorité. C'est tout un programme, au moins à moyen terme, qui demande à fournir les ressources financières afin de diversifier les revenus en dehors du pétrole et des minerais. Les rapports de travaux de l'Union africaine indiquent que l'Afrique, dans son autodéveloppement pour lutter contre la pauvreté et créer des richesses, afin d'offrir les emplois, doit aménager le secteur privé, partenaire incontournable au secteur public. L'État jusqu'ici est le plus gros employeur. Les États africains ne peuvent donc, à eux tout seuls, assurer leur autodéveloppement. Il n'est pas question ici de tendre la main vers l'Occident, particulièrement les anciens colonisateurs comme la France, elle aussi en crise et frappée désormais par le phénomène du terrorisme international. Il est plutôt question ici de créer les petites et moyennes entreprises et industries. Au Tchad, l'agriculture et l'élevage améliorés, industrialisés, devraient aboutir sur l'ensemble du territoire aux industries de transformation. Ceci permet de créer des richesses et emplois décents. Il n'est pas normal, je dis bien, il n'est pas normal, dans un pays comme le Tchad, parcouru par des fleuves, n'est-ce pas, des lacs, l'eau à fleur du sol, on dit qu'il y a la famille. Non, n'encouragez pas ces gens. Il faut que les gens travaillent. Parmi les 2 tiers de la population tchadienne se comptent les micro et moyennes entreprises, souvent informelles. Elles sont appréciées à plus de 70% des emplois en milieu urbain au Tchad. Ressources non négligeables pour la municipalité voient le renforcement des caisses de l'État, parallèlement aux grandes entreprises publiques et filiales d'entreprises étrangères, de substitution aux importations. Aujourd'hui au Tchad, il y a des commerçants qui ne participent pas pour cette crise. Pourquoi je dis qu'ils font des commerces informels. Des commerces informels qui n'ont jamais payé des impôts. Au Tchad, il faudra trouver dans les prochaines décennies, à défaut de créer dans le secteur privé, 1,7 million d'emplois décents d'ici 2020 et 2,5 millions d'emplois entre 2020 et 2030. Les Tchadiens peuvent désormais s'associer non seulement pour des raisons politiques, mais apolitiques, pour lutter efficacement contre la pauvreté et créer des richesses aux côtés de l'État. Déby doit écouter aussi les Tchadiens. Il avait fait la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, il doit faire un dialogue national. Savoir que le monde d'aujourd'hui, avec les télévisions, les satellites qu'on voit partout, les gens veulent comparer l'incomparable. Et dialoguer avec ses opposants, leur
faire comprendre que l'argent du pétrole est pour tous les fils du Tchad. Mais il nous est arrivé un impondérable qui était avec Boko Haram et Al-Qaïda interposé. Il a fallu qu'on se défende. Tu sais qu'on avait fait un attentat en N'Djamena. Vous avez vu comment il a maté cet attentat. Vous n'entendrez plus jamais les gens vouloir venir faire l'attentat en N'Djamena. Parce qu'il est là comme un soldat éveillé et il sait ce qu'il y a. C'est ainsi, ce qu'il doit faire, c'est de favoriser l'épanouissement des moyennes et petites entreprises. Quand tu sors de l'école, il faut savoir, moi je suis maintenant, je fais mes affaires. Et aussi, quand tu sors, ils doivent créer. Et le président les encourage. Quand vous créez quelque chose, l'État vous accompagne. Voilà. Donc maintenant, quand tu ne sais pas un étudiant et puis tu croises les bras, donc tu dois créer quelque chose et l'État va t'accompagner. Idriss Déby Itno, la clé de la continuité tchadienne. Afrique 1, le média des objectifs de l'Afrique. Après ce document sur le tourisme dans le bassin du lac Tchad, y compris bien sûr le Tchad, je vais revenir vers vous, M. Paul-Denis Ketchemen. Alors, la question de la nébuleuse Boko Haram au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Nigeria, quelles sont les causes d'après vous? On ne cessera pas de parler de cette histoire de rébellion. C'est bien organisé. La France organise les rébellions en Afrique, dans les États où ils veulent déstabiliser, ils veulent même mettre l'insécurité. Le Moyen-Orient, c'est pour les Américains, comme Obama a créé Daesh là-bas. C'est comme ça qu'ils font. Mais ne vous battez pas. Ça veut dire que quand la France crée une rébellion dans un pays, il passe par une autre mafia pour inviter les rebelles. Mais pourquoi, quand Déby a voulu finir avec eux au Mali, là, pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce qu'il s'est retrouvé devant une force qu'on ne comprend pas. Ce n'était plus les ennemis. Donc, que les Français, que les Africains ne restent pas dans l'ombre pour croire que nous avons la rébellion. C'est le mal, c'est que les Africains prennent les armes pour s'entretuer. C'est tout, voilà la différence. Si on ne prenait pas les armes, on ne verra pas une pauvre rose venir ici prendre l'arme. Et comme ils ont dit qu'ils étaient au Mali, au 20 combien là, où le petit Macron là, qui vient d'épouser une vieille maman là, qui était au Mali là, ils disent qu'ils venaient voir 20 militaires maliens, c'est à cause de ce déplacement qu'il vient. Il vient au Mali pour faire quoi? Pourquoi ce continent, nous-mêmes, vraiment, nous ne sommes pas maudits. Tous ces chefs d'État qui sont entrés dans les sectes, c'est ces sectes qui les embrigadent. C'est tout ça. Mais la jeunesse, quand vous qui grandissez maintenant, comprenez que c'est un danger. Parce que ce secteur impose le rythme partout, même dans les embauches, dans toutes les sociétés d'État, dans les grands postes de responsabilité. Tout ça là maintenant, c'est devenu qu'il y a certains garçons ici dehors qui ne travaillent pas parce qu'ils ont refusé de passer à tabac. Où va l'Afrique? Donc le problème est un peu délicat. C'est une question de programmation? Mais personne n'a rien programmé, on ne peut pas programmer ma conscience. Si on me dit de faire quelque chose, je dis non, je ne fais pas. Mais pourquoi? C'est parce que on nous affame d'abord, quand on est affamé, quand on tend un morceau de viande, tu es obligé de mordre. Voilà le problème. Mais il faudrait que les Africains se libèrent, que les Africains qui ont de l'argent créent des emplois, qui créent des ressources, et que nos chefs d'État n'exportent plus l'argent à l'extérieur, qu'ils investissent dans les différents pays. Le Tchad peut investir ici, le Bia peut investir au Gabon, le Gabon peut investir n'importe. Ça veut dire qu'ils échangent d'investissements et ça crée des emplois pour les Africains. Et puis on n'aura plus beaucoup qui vont aller mourir en mer. Et même, vous voyez, l'Afrique est une belle fille, mais elle est dépourvue, parce qu'aucun sou n'est resté ici. Rien ne reste en Afrique, tout part. Ils facilitent l'accès. Dès que tu es ministre là, on a déjà préparé comment tu peux avoir un compte là-bas. Et dans tous les ministères, ils sont là. Alors on reviendra à vous, M. Paul-Denis Ketchemen. Alors M. André Oum, il a été pris noir sur blanc sur les rapports de
l'Union africaine que l'illégalité, la malgouvernance est la cause du terrorisme. En tout cas, c'est ce qui est dit, et qu'il faudrait maintenant qu'on lutte efficacement contre la pauvreté, comme disait M. Polilis Ketchemen, c'est-à-dire quand on est démuni, on n'est plus exposé à des tentations je peux dire de base astrale, pour vous parler un peu sous une autre dimension. Alors, d'après vous, quelles sont les causes de ce terrorisme et puis comment on peut le combattre? Je vous remercie une fois de plus de m'avoir encore prêté la parole sur la chaîne télévision La Voix du Continent. On parle de terrorisme en Afrique, comment éradiquer le terrorisme. Et franchement, moi je remercie Dieu d'être toujours entouré des patriarches. Donc lui, un expert en sécurité, il sait de quoi est-ce qu'il s'agit. On a parlé tout à l'heure que bon, c'est toute une programmation. On a parlé du pétrole. À partir du moment où on assèche au niveau du pétrole, on injecte au niveau du terrorisme avec nous-mêmes les Africains. On injecte le terrorisme avec toute une programmation derrière. Bien fait. Et vous avez vu, toujours, on parle aujourd'hui du Tchad, du terrorisme dans la sous-région en Afrique. Toujours ce sage qu'on appelle Idriss Déby, Excellence, je vous dis toujours merci. Il est parti du Tchad, il a traversé, et on lui a dit là-bas, repart. Avec tout un montage. Pendant que nous sommes à côté d'un expert en sécurité, moi j'en connais un tout petit peu. On a préparé encore, monsieur le prédécesseur de Buhari, m'a dit de repartir. Parce qu'avec les bulletins de renseignement qui revenaient, on retrouvait toujours les peaux roses derrière. Je ne sais pas, à moins que je ne puisse me tromper. Bon, à partir du moment où on sait qu'il y a quelqu'un qui vient, lui c'est un militaire. Il savait ce qui se passait. Il a donné quelques jours pour finir avec. On dit non, ça continue. Alors le programme maintenant, via la relation diplomatique, on a parlé du Qatar. Tout ça, c'est toute une organisation. Et à nous maintenant de nous unir. Nous, on comprend. Nous sommes avec un sage. On comprend. On marche un peu. On voit. Moi, j'ai fait l'école des Blancs. Mais j'ai d'abord commencé l'école africaine. D'abord l'école africaine, sous l'arbre. Donc je sais aussi, à mon humble avis, de quoi est-ce qu'il s'agit. À nous maintenant de nous unir. Donnons-lui du pouvoir. Le poids, que voilà, on sait comme nous aussi, on combat avec les chiottes et tout, et d'une autre façon, avec la ressource humaine, on va combattre. Le terrorisme n'existait pas, c'est une organisation. On a juste mis le nom terrorisme, Boko Haram. On sait, derrière ça, il y a des plans qui sont cachés. Quand quelqu'un veut soulever la tête, oh, on va t'injecter ceci pour t'éliminer, parce que nous, on a un plan derrière. On connaît. Donc, en Afrique, à la sous-région, et dans l'Afrique centrale, maintenant c'est la relation diplomatique avec le Qatar, maintenant c'était Sassou Nguesso. Maintenant, pourquoi on ne parle plus au bien? C'est un peu calme. Parce que, bon, voilà, il y a des choses, voilà. Il y a des trucs. Voilà. Maintenant, c'est Idriss Déby parce qu'ils savent que, bon, lui, bon, après, ça va revenir. Avant, c'était le Cameroun, maintenant, ça remonte là-bas. Mais nous tous, je pense qu'ils ont compris, ces sages, que, bon, on enlève l'histoire des sectes, l'histoire des tues. Maintenant, on enlève cette histoire d'homosexualité. Oui, oui. Parce que tout ça est drainé avec tout ça et tout pour que, bon, nous sommes prêts. Même mystiquement, on est prêt pour combattre ça. Ça ne va plus jamais exister. Nous, on suit, on regarde, on voit. On subit, on t'affame aujourd'hui pour la faim, la famille. J'ai suivi un reportage tout à l'heure, un peuple qui a l'eau, un peuple qui a tout, ne peut pas souffrir de faim. Parce que bon, on nous a assujettis que bon, le pétrole, non, il y a autre chose. Tournons le dos, voilà tout, c'est ce terrorisme-là. Et nous, on a compris, via les chaînes panafricaines, via les sages qui nous entourent autour, via vous, merci beaucoup Magloire, de nous donner aussi cette parole, que nous aussi, la force, la dynamique, la synergie. Il y a un adage africain qui dit, une seule main ne peut pas attacher un main. C'est à force d'avoir beaucoup de mains qu'on fait un grand main. Donc je vous remercie une fois de plus. Donc on parle du terrorisme, mais non. Ça existe, mais c'est nous-mêmes aussi. Parce qu'on ne peut pas s'unir.
Lui, il a créé son plan. Créons aussi notre plan. On va lui dire, fous le camp. Ne mets pas le terrorisme. Il y a terre. Donc on enlève terre, on utilise terre. Donc héroïsme, là-bas, ça reste, on reste avec terre. Donc je pense que M. Magloire, voilà ce qu'on peut apporter comme contribution. Et puis après, on ne suffisant pas seulement de parler. Maintenant, on entre en action. Donc le Tchad peut compter sur la sous-région, le Tchad peut compter sur l'Afrique. Le Tchad, avec le guide, mais c'est un guide, peut maintenant compter sur. Alors, M. Martial Messi, vous êtes ingénieur en télécommunications et réseau informatique. On sait aussi que ça rapporte, la télécommunication, ça rapporte l'informatique. On sait aussi que combattre le terrorisme passe par des renseignements. Alors, que pouvez-vous proposer dans cette lutte contre le terrorisme, en passant pourquoi pas par la création des entreprises ou peut-être aussi un développement assez poussé, assez numérique de renseignements au niveau de l'Afrique elle-même d'abord? Une fois de plus, merci. Merci pour cette parole que vous m'accordez pour apporter ma modeste contribution à l'encontre de ces nébuleuses qu'on appelle Boko Haram, partant du terrorisme. Alors, si je vais me limiter à cette nébuleuse, Boko Haram, on définit Boko Haram dans d'autres langues comme c'est cette traduction de la contre-culture occidentale. Mais on est surpris de voir que ce Boko Haram ne combat pas les Occidentaux, combat plutôt les Africains. Donc là, on se pose des questions. Alors, on peut comprendre que, comme l'aîné l'a dit tout à l'heure, c'est une programmation, on a mis le nom, et comme je l'ai démontré au départ, on nous aveugle les yeux et on nous met comme si on a enlevé le cerveau, et on nous a laissé sans réflexion. Il faut que l'Africain comprenne que nous ne sommes pas nés dans un paradis, où tu dors, tu viens, tu trouves, tu manges, tu bois. Le monde, c'est un monde des combattants. Et c'est ce que les autres sont en train de faire. Et j'ai coutume de dire, avant de parler des télécommunications, qu'il faut que les Africains rattrapent ce que les poros sont venus nous voler. On avait la fraternité, on avait de l'amour du prochain. Et c'est ça qui faisait notre force. On a coutume de dire, la nature a horreur du vide. Effectivement, l'Africain avait horreur du vide. On ne vivait pas seul, on vivait en communauté. Et comme le disent les Saintes Écritures, qu'eux-mêmes nous avaient apporté, là où les frères sont unis, et c'est même à cet endroit que même la nature, ou Dieu, verse sa bénédiction. Donc je me dis aujourd'hui, c'est la première chose que les Africains doivent retrouver, parce que c'est ça qui nous a été volé. Vous pouvez voir comment ces gens s'alignent très facilement quand il va falloir attaquer, je ne sais pas quel État, précisément les États africains, comme on parle du cas du Tchad. Ils s'alignent très rapidement pour s'aligner. Cet amour-là, cette union, fait leur force aujourd'hui. Alors, parlant des télécommunications, il est sans hésiter de le dire, démontrer aujourd'hui que les États les plus puissants sont ceux qui disposent des moyens de télécommunications les plus développés, les plus à pointe à détecter même ce que vous chuchotez dans la chambre avec votre épouse. On peut le prendre avec le cas des États-Unis. On a vu un grand président, Barack Obama, le tout premier président nord-américain, où je peux dire tout son mandat s'est résumé à arrêter Ben Laden parce qu'il a mis en doute le système de renseignement, de détection des télécommunications américaines. Il fallait que les Américains démontrent par A plus B qu'ils avaient ce pouvoir de trouver Ben Laden partout où il se retrouvait. Dans certaines vidéos, on nous montre comment il s'était éliminé de tout système de communication parce que, avec les télécoms, pas seulement l'argent vient après, mais de nos jours, ça devient l'arme le plus puissante pour contourner son ennemi. Parce que si je sais ce que vous planifiez contre moi, nous sommes sur un plateau. Quand on va publier ces débats sur les médias, ceux qui vont le prendre, il y a des systèmes capables de détecter à partir de quel lieu l'émission était tournée. Et à partir de là, on sait effectivement à qui on a affaire, comment on peut l'attaquer, comment on peut le contourner, et quels sont les moyens pour affaiblir son combat. Et nous, Africains, aujourd'hui, nous n'avons pas encore ces technologies. Nous ne les avons pas parce que nous sommes bêtes,
pas parce qu'on ne peut pas les développer. Nous ne les avons pas parce qu'on a installé cette psychose dans nos cerveaux où on nous fait toujours croire que tout doit venir de l'Occident. Nous avons des inventions, nous avons un esprit de créativité. Comme l'aîné l'a dit, je vais toujours me référer à ce qu'il a dit tout à l'heure, même mystique. Il y a des petites histoires qu'on va vous raconter comment tel est sorti dans la nuit, aller produire l'avion, on ne sait pas où, et qu'on a vécu. Donc je pense qu'avec les télécommunications, la première proposition que je ferai, ce n'est pas des télécommunications matérielles, ça veut dire électroniques, c'est des télécommunications fraternelles. Ça veut dire qu'on revienne au bon sens de l'Africain, qui peut facilement dire à l'autre ce qui ne va pas. Monsieur Magloire, vous m'avez fait telle ou telle chose, ça ne marche pas, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Si on peut déjà communiquer ainsi, de façon proche, avec cette honnêteté, cet amour, on va pouvoir s'écrire des lettres, on va pouvoir développer des moyens de communiquer à distance et de les sécuriser. Parce que c'est là où il y a tout le piège. Je dis, le piège est à ce niveau. En portable, qu'on vend à un chef d'État, on peut savoir dans quelle maison, ou dans quel service il a acheté. Ce sont eux qui gèrent ce que nous appelons des fréquences. Et on peut se décider de chercher la fréquence de communication de tel ou tel chef d'État pour écouter tout ce qu'il est en train de communiquer. On peut même vous vendre un téléphone qui émet tout ce que vous vous dites avec vos proches sur votre portable et qui émet ça dans un serveur ou aux États-Unis ou en France. D'ailleurs, ça a créé des conflits entre la France et les États-Unis dernièrement, où on découvre que l'ambassade américaine qui est implantée, je ne sais pas à quel point au Champs-Élysées, parce que moi je ne connais pas là-bas, était plutôt un bâtiment d'espionnage en télécommunication. Ça veut dire toutes les communications qui trafiquaient, télévisées, je ne sais pas vers quel point du monde, étaient captées par l'ambassade américaine. Alors on se pose la question, quand on voit par exemple le cas du Cameroun, avec l'ambassade française qui est implantée juste à côté de notre ministère de Défense. C'est une faille. Mais nos États aussi, je dirais, ne nous donnent pas peut-être la possibilité d'expliquer cela et de le démontrer par nos petites études que nous avons faites. C'est une faille. L'ambassade française qui est là est au courant de tout ce qui se dit et au courant, et au cœur de la défense qu'on est en train de dire. Ils sont au courant de tout ce qui se communique entre les systèmes de défense camerounais. Et l'ambassade américaine est juste au palais des tout. Voilà comment les autres nous contournent. Voilà comment, avec les télécommunications, ils nous piègent et nous sommes entre leurs mains, comme on a parlé de Boko Haram. Ils sont capables aujourd'hui de localiser nos groupes armés. Ils sont positionnés à tel ou tel endroit. D'ailleurs, l'ex-ministre français des Relations extérieures l'avait dit ici à Yaoundé. Je pense que la principale apport qu'il avait apporté aux Camerounais lors de sa visite ici, c'était que la France pouvait participer au système de communication pour traquer Boko Haram. Alors pourquoi on va rester toujours avec cette psychose de penser que nous pouvons rien faire? Alors, pour vous qui êtes concepteur, électronicien, M. Joseph Ancien Djek Baba, comment est-ce que les Africains vont créer eux-mêmes le concept électronique pour mieux communiquer, pour pourquoi pas créer des emplois et ainsi diminuer la pauvreté et lutter efficacement contre le terrorisme, par exemple? Magloire, merci beaucoup de me poser cette question. Je vous ai dit tout à l'heure que nous les Africains, nous sommes d'abord des génies. Dans la Sainte Bible, Jésus-Christ était en Afrique. Le monde était uni. Le monde était uni. Jésus-Christ a laissé quelque chose au noir et non à la peau rose. La face même de Jésus, c'est noir. On a démontré que Jésus-Christ est noir. Jésus-Christ est noir. Donc, l'homme noir est sage. L'homme aux peaux roses est intelligent.
Et quelle sagesse faites-vous entre l'intelligence et la sagesse? La sagesse est la plus meilleure. Ça veut dire quoi? Les appareils qu'ils ont construits, comme dirait mon frère ici, ces mêmes appareils, on peut aussi les traquer avec. Oui, ce téléphone-là. Les ondes, ce n'est pas eux qui ont créé les ondes. On connaît aussi contrôler les ondes. On peut avoir les niveaux. En plus, on a des collines ici partout. Les mêmes appareils qu'on peut créer. Et ça fait beaucoup d'influence. Et voilà, la matière première, ils les prennent en Afrique. Et la matière première, ils les prennent ici. Hein. Ce qu'ils fabriquent là. Bon, je disais, quand vous voulez payer un appareil en euros, on vous demande d'abord que ça fait quoi? Cet appareil fait quoi? Vous voulez faire avec, avant de vous vendre cet appareil. Les pièces qui sont à l'intérieur sont fabriquées avec code, avec une durée de vie. C'est comme ça. Les appareils sont fabriqués avec une durée de vie. Alors, cette durée de vie, tu peux aussi réinstaller. Parce qu'ils ne fabriquent pas ça, ce n'est pas des génies. Tu peux aussi réinstaller dans ce même appareil ce que tu veux. Tu conçois et tu mets à l'intérieur. On n'est pas capable de le faire. Et ça fait, on appelle Boko Haram. Boko Haram, c'est qui? C'est le nom qu'ils utilisent, hein, Boko Haram. Nous, les jeunes, comme notre président Idriss Déby, qui est le président africain pour les jeunes. Nous, les jeunes, qu'on nous donne cette latitude de les démontrer en matière de télécommunication, en matière de maintenance, en matière de climatisation, en matière d'environnement. J'ai vu tout à l'heure là une interview, il disait qu'il y a l'eau, il y a le sable, mais on dit qu'il y a la pauvreté. Que le Tchad n'est pas couru par des lacs et des rivières, et qu'il faudrait que les Tchadiens... Or qu'on a la matière première ici. On a nos mains. Pour chasser ces gens ils appellent peau rose. On a l'autre force, c'est quoi? C'est notre bras. Mais plus de 50 après l'indépendance, l'agriculture devait être mécanisée, tout comme l'élevage. Ici, pour répondre aux attentes... Monsieur Magloire, s'il vous plaît, je vais vous dire quelque chose. Les plus riches, c'est les agriculteurs. Oui, les plus riches, les agriculteurs. Comment on appelle l'animal? Le chameau. Vous savez ce que le chameau produit? L'âne et tout. L'âne. Vous ne savez pas ce que ça produit. Donc, ne nous dites pas qu'il y a la pauvreté. Mais c'est le problème. On ne nous laisse pas la latitude de parler. Je vous remercie beaucoup. On en a tout. Je vous ai dit que le nègre, comme la peau rose nous appelle, il est sage. Le nègre est sage. Vous voyez Idriss, qui est notre promoteur africain. Vous voyez ce qu'il a fait. Il était le premier à prendre les armes pour aller les chasser. Il dit que je connais, je vous connais. Il dit que je vous connais. On l'a stoppé. On l'a stoppé. Alors il est resté calme. Mais maintenant la femme, il crée une crise. Ils commettent un peu, comme a dit notre patriarche. Ils pensent encore comme ils vont quitter ici, ils vont aller ailleurs. Mais il faudrait qu'on soit unis. Le moyen de télécommunication, à l'époque, mon grand-père, mon feu grand-père, quand il devait aller quelque part, son frère savait qu'il arrive. Est-ce qu'il avait le téléphone? Il n'avait pas le téléphone. Il suffit que je ferme mes yeux, j'appelle ton nom 12 fois. Je sais là où tu es, tu sais là où je suis. Les histoires qu'on appelle le pédéisme, on a créé autour des jeunes. Vraiment, les jeunes qui acceptent ça, c'est eux qui sont, ils sont faibles. Hein. C'est vraiment de l'âme. Parce que quand tu vends ton âme, tout le monde
est libre. Mais il faut savoir que tu dois produire. Pas comme disait, je ne cite pas le nom d'un contemporain, mais la production, il faut faire des enfants. Donc on ne doit pas bloquer les enfants. C'est pour cela que Idriss aime les enfants autour de lui. Il aime la jeunesse. Il finance pour les jeunes. Ok, merci Monsieur Joseph Martial Djeik Baba. Vous avez voulu ajouter autre chose, Monsieur Polémique Etchenou? Oui, disons Magua, merci. À propos du Tchad toujours, je dirais que c'est un pays où les nationaux sont patriotiques. Ce qui arrive dans d'autres pays voisins ne peut pas arriver au Tchad. J'ai vécu au Tchad, un Tchadien, je peux parler à son nom, Kadri Salekana, qui a financé le déplacement de l'équipe nationale du Tchad pour gagner une coupe. Et pour moi, c'était du jamais vu. Parce que si c'est dans les pays voisins, là, on va vous débloquer l'argent, on va le détourner. Donc le problème du Tchad, c'est que ce que je demanderais aux Tchadiens, c'est d'abord l'amour d'aimer leur pays. Qu'ils savent que Déby n'est pas que leur président, il est le président de l'Afrique, pour le moment. Parce que c'est lui, il n'y a que sur lui que la jeunesse, tout le monde compte, comme dit le jeune, que la jeunesse compte que sur lui. L'Afrique compte sur lui. Et qu'on dit merci 1000 fois aux Tchadiens de l'avoir reconduit et qu'ils le reconduisent régulièrement parce qu'on n'a pas besoin de dire les oppositions, on les opposants, on les ceci. Ils travaillent avec tout le monde, que ce soit l'opposition ou le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Il n'y a qu'un seul poste d'être pour un chef d'État. Il y a 1000 postes de responsabilité dans un pays. Donc le problème du terrorisme ne peut plus entrer au Tchad. Les Tchadiens sont mûrs. Ce n'est plus les va en guerre entre eux là, ça ne se fera plus. Même ces gens qui viennent au Tchad maintenant pour pouvoir les stabiliser, ils ne peuvent pas passer. On le sait, parce que quand on finance depuis la frontière, ce sont les mercenaires qui prennent. Dedans là, il n'y a pas de vrais Tchadiens qui peuvent combattre, parce qu'ils ont vu ce que Déby a fait, et ce que Déby fait encore jusqu'aujourd'hui. Donc le problème de notre pays, de l'Afrique, c'est que je souhaiterais, si les chefs d'État pouvaient nous comprendre, que les chefs d'État créent un conseil supérieur des anciens chefs d'État. Qu'on crée un conseil supérieur des anciens chefs d'État. Pour que l'histoire dure. Ça veut dire que pour qu'ils conseillent, s'ils ne sont même plus au pouvoir, qu'ils puissent donner les conseils aux nouveaux chefs d'État qui viennent, pour qu'on puisse écrire l'histoire de l'Afrique. D'ailleurs, ça va être l'objet de notre prochaine édition. On parlera de la démocratie à l'africaine, parce qu'on sait aussi que l'administration, la politique administrative, la gestion des hommes se faisait bien sûr en Afrique, même si on dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Quand on rentre dans les traditions africaines, on se rend compte effectivement que les tribus étaient bien organisées. On peut prendre le cas par exemple des Bamileke au nord Cameroun, tout comme les Nordistes qui s'étaient bien organisés. En tout cas, dans toutes les tribus, on parlera de cela afin de pouvoir parler de démocratie, faire des suggestions aux chefs d'État pour pouvoir, pourquoi pas, africaniser la démocratie. Mais est-ce que la démocratie, c'est changer l'homme? La démocratie, c'est changer les chefs d'État, c'est pas le changement des hommes qui fait la démocratie. La démocratie, c'est un truc qui nous a été imposé parce qu'ils savent. Quand un chef d'État veut déjà faire ce qui ne les intéresse plus, il faut à tout prix qu'il monte quelqu'un d'autre qui accepte leurs conditions. On vient vous créer une rébellion. Et bien, il faut que tu parles pour que... C'est pour nous maintenir. Nous sommes libres. On n'a pas créé la Chine. La Chine ne l'a pas fait avec la démocratie. Voilà la Chine qui est la deuxième puissance mondiale. Ils ont tout fait pour pouvoir créer les problèmes en Chine. Ils ne peuvent pas. Le problème, ce n'est pas que les Africains, nous aimons, tout le monde veut poursuivre le pouvoir. Ce n'est pas un matin chef d'État qu'on va arriver à la fin de la vie. Non. C'est le problème. Ils savent que quand ils mettent le point qui fait mal aux Africains, on te montre, on dit demain c'est toi qui seras chef d'État. Ton village où tu prends les gens qui se regroupent derrière toi, vous prenez les armes, vous vous mettez à vous entretuer. C'est d'abord ce sens-là qui nous manque. Il ne faut plus que les Africains acceptent de prendre des armes pour s'entretuer, pour le pouvoir. Ça ne sert à rien. Nous sommes venus ici de passage. Que le peu de temps que nous avons à vivre ici, qu'on nous laisse vivre en paix. Ceux qui viennent chez nous,
Mais les De Gaulle qui nous ont mis dans cette souffrance, ils sont où? Ils sont morts. Et les gens profitent. Moi-même, je peux mourir si je m'engage, si on peut me tuer pour que l'Afrique vive en paix. Tant mieux, je fous le camp. Et un jour, c'est ma génération future va aussi profiter. Mais pourquoi nous avons tous peur de mourir? Il faut qu'on enlève à la tête la peur de mourir, parce qu'on va toujours mourir. Personne ne va échapper à ça. Même celui qui te tue va mourir. Quand on ne dit pas à un Africain, prends l'arme, va tuer ton frère, tu prends, tu vas le tuer. Toi-même, tu vas mourir demain. Réfléchis que moi qui pars le tuer là, je vais passer par. Mais, écoute, si nous connaissons déjà ça, vous ne verrez pas un pauvre rose venir ici pour entrer dans une maison pour assassiner quelqu'un. Parce qu'ils ne pouvons pas. Dès que tu dépistes un quartier, tout là, c'est tout le monde qui t'a pris en charge. Mais on va monter que ton propre frère pour l'envoyer pour venir te tuer. Question de stratégie, question de renseignement, question de sécurité. Non, ce n'est pas question de renseignement ni de sécurité, c'est la question de non-sens. Parce que si moi, s'il faut qu'on me mette dans un poste où je dois avoir que ce n'est que la viande et le poisson, et que je blesse quelqu'un, ça ne me sert à rien, je préfère rester là où je suis. Il faudrait savoir garder la place, parce que nous ne sommes pas tous nés pour être devant. Il y a des gens qui doivent servir. Un pays, c'est ça. Il y a les chefs, il y a les sous-chefs, il y a une hiérarchie dans la vie. Il ne faut pas toujours croire que nous, devant nous, non. C'est parce qu'on est venu nous tromper avec cette affaire qu'on appelle la politique. L'Afrique ne va pas évoluer parce que tout le monde est devenu politicien. Les ingénieurs sont dans la politique. Les docteurs sont dans la... Mais ils font que la politique. Mais la politique, c'est ça qui fait que l'Afrique ne va plus décoller. Ils ont compris qu'il faut nous mettre ce mythe, l'argent facile dans la tête, parce que c'est en politique, on va te donner le budget, tu vas gérer avec ta famille, dès que tu es là-bas, tu fais nommer, tu pompes l'argent, après demain tu te fais voir, parce que voilà, l'Afrique ne vit que sur les braises. Nous n'avons pas conçu sur la pierre, nous avons conçu sur le sable. Il faudrait que les Africains reviennent en bas. Ils réfléchissent comment on peut créer quelque chose qui peut pérenniser et durer. Pas qu'on fait à l'occasion, parce qu'on m'a nommé tel, je vais faire ceci, dès que je quitte, ça finit. C'est pour ça qu'en Afrique, on ne peut pas avoir des sociétés qui tiennent beaucoup. Parce qu'on crée une société, parce qu'on vient de nommer mon frère, dans la même nuit, on fait tous les dossiers. Le matin, on commande à donner les marchés et les surfacturations. C'est ça le problème de l'Afrique. Si je vais arriver à un problème qui m'a touché personnellement. J'ai beaucoup d'argent qu'on ne m'a pas payé dans ce pays. Si je dis ça devant un plateau de télévision, il faut que la jeunesse comprenne ça et que mes enfants même qui ne savent pas bien et qui comprennent ce problème. On m'a donné certains travaux. Un monsieur, que ce soit jeune ou un vieux, ou un adulte ou un homme de mon âge, allez ajouter comme ça, vous apporter. Moi, je ne fais pas ça. Le seul fait que moi, je ne fais que ce que j'ai pu faire, je donne le montant exact, fait qu'on ne m'a pas payé beaucoup de factures. C'est des centaines de millions, moi je suis resté, je m'en fous. Parce que je ne peux pas me baisser. Moi, quelqu'un est dans son bureau, il vient, pardon, non, je ne fais pas ça. Le problème de l'Africain, c'est ça, c'est d'abord dans la tête. Ça veut dire qu'on se passe pour ce qu'on n'est pas. Donc il faut savoir supporter même les douleurs. Il faut savoir supporter la misère aussi. Parce que nous ne sommes pas tous nés pour aller au paradis. Je ne vois même pas qui est au paradis ici, parce que beaucoup de gens même qui se disent milliardaires, mais quand on les voit, si c'est les milliardaires qu'on mange les caca, et puis coucher même avec les fous à l'effort, tout ça, ce n'est que de la merde. Donc vraiment, j'aimerais que les Africains, que la jeunesse africaine de maintenant, prennent en main leurs responsabilités, qu'ils se personnalisent pour ne plus tomber dans les failles de la facilité. Vous voulez parler de l'emploi? Oui. Alors justement, parler de emploi, on profite pour faire le donner tous les tables. Vous, monsieur André Oum, vous avez mis sur pied une entreprise et on sait bien qu'en matière économique, la création des emplois, c'est la création des richesses. Alors, vous avez mis sur pied une entreprise. Quelles ont été vos motivations pour que vous puissiez créer cette entreprise au lieu de mettre votre expertise, par exemple, au service d'un emploi? Vous avez préféré être plutôt un offreur d'emploi. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole parlant de l'auto-entrepreneuriat pour l'Afrique et quelles sont mes motivations. Alors moi
après avoir parcouru beaucoup de pays, beaucoup de formations, d'abord j'ai commencé aujourd'hui la formation africaine et la formation occidentale. Bon, avant d'abord de briefer, vous voyez, j'ai fait un constat, et il était amer mon constat. J'ai dit, il y a un ministre qu'on a nommé dernièrement avec Emmanuel Macron, le président de la République française, qu'on appelle Nicolas Hulot. Il a parlé de l'écologie avant et tout et tout. Nous, on a fait une école. C'est ça qui me pousse à venir en Afrique, où j'ai présenté au patriarche Denis Kechamen un document, bon, bref, tout un dossier de stratégie. Il m'a demandé, bon, on a envoyé ça auprès de son Excellence Idriss Déby Itno. Et l'autre jour, j'ai vu Nicolas Hulot, il a prononcé un discours, on va taxer le gaz. C'était mon projet. Donc j'étais amer, j'ai dit, mais attends, nous on a travaillé sur un dossier, étant étudiant à l'école polytechnique fédérale, on a travaillé, on va taxer les gaz. Quand on parle de changement climatique, les gaz à effet de serre, on parle maintenant, moi en tant qu'un ingénieur en froid et climatisation, expert en flux frigorigène, la manipulation, j'ai présenté à M. on taxe les gaz. Dans cette taxation, on va créer ce qu'on appelle la fiscalité environnementale au sein même de l'Afrique. Donc ça veut dire que moi, en tant qu'un expert, dans mon domaine, toute installation frigorifique, parce qu'il y a un gaz qui nuit à la santé, un gaz qui détruit la couche d'ozone, un gaz qui contribue au réchauffement climatique, on doit le taxer. Avec la ressource humaine africaine, je n'ai pas besoin qu'on aille, ou bien un président doit aller au FMI, parce que c'est eux qui ont créé ces gaz. Nous a servir maintenant, parce que nous on avait une manière de conserver nos aliments. Avec la lyophilisation, le sel, on mettait nos aliments en bourse, on conservait avant. Maintenant on crée tout, les chambres froides, le frigo, machin, la climatisation, où tout le monde maintenant en a envie. Mais derrière ça, il va falloir qu'on responsabilise les Africains. Et que dans ça, qu'on sache que ceci n'est pas bon. On doit utiliser ceci, on doit utiliser ça comme ceci, comme cela. Nicolas Hulot a sorti une taxe environnementale. On taxe maintenant tout gaz frigorifique en France. Pourquoi pas au Cameroun? Pourquoi pas au Tchad? Pourquoi pas dans la sous-région? On a signé tous les accords. J'ai créé mon entreprise. Je suis dans ce projet. J'ai présenté au patriarche. J'espère bien que, bon, à travers à travers la télévision panafricaine, le message passera. Il y a tout. On a la richesse, on a la main d'œuvre et tout. On a maintenant tout pour ne plus prendre l'avion, aller nous agenouiller devant le FMI, pour maintenant faire les plans d'ajustement structurel, affamer la population alors que tout est là. L'entreprise est là. L'environnement, on doit préserver l'environnement. On doit protéger notre nature, afin que, bon, la génération future, c'est ce qu'on appelle maintenant, le sens qu'ils ont maintenant du développement durable. On doit aussi coopter ça de notre manière, à notre manière, pour pouvoir conscientiser d'abord notre population, parce qu'il y a d'abord un problème de conscientisation et d'union derrière, avec la bénédiction de Dieu et des leaders qu'on nous envoie à travers son onction, comme Idriss Déby Itno, comme d'autres présidents de la sous-région. Voilà. Bon, je pense que, bon, avec tout ce contour, ma modeste contribution, en tant qu'un expert, un Africain, je suis prêt, avec tout ce que ça peut contourner, tout ce qui peut être autour, prêt aussi à donner la contribution via l'entreprise que j'ai créée. Et derrière tout ça, avec cet axe-là qu'on va mettre partout l'environnement, on va créer ce qu'on appelle, avec les chefs d'État, ces projets, il y aura des micro-projets avec les financements que nous-mêmes, à travers ces taxes, à travers notre conscience et notre union ensemble, parce que mon confrère a dit tout à l'heure, ensemble, on peut beaucoup faire. Séparément, on ne peut rien. Et la peau rose a choisi que il faut, d'ailleurs même c'est la règle de la politique, diviser pour mieux régner. Donc je pense que, bon, voilà, merci beaucoup une fois de plus, M. Ado, et monsieur tout le monde, les chers Africains, nous sommes en Afrique déjà, parce qu'il y a toute une dynamique, ça bouge. Et
le président, Excellence Ibino, vous pouvez compter sur les Africains, et beaucoup plus pour nous. Ok, merci Monsieur André Oum. Alors Joseph Martial Djeipaba, alors vous êtes ingénieur, vous êtes concepteur. Pour le demi-tour de table, lutter contre le terrorisme, c'est aussi lutter contre la pauvreté, au-delà de la malgouvernance, comme il est indiqué dans des hauts sommets. Donc, vous pensez qu'on peut lutter contre le terrorisme, on peut réduire la pauvreté en créant, pour votre cas par exemple, qui est copié comme secteur, que proposez-vous? Merci, Magloire. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne répète pas les mots. Nous avons tout en Afrique. Lutter contre la pauvreté, lutter contre le terrorisme, nous devions d'abord être unis. Nous devons d'abord être unis parce que si nous sommes unis, personne ne peut nous distancer. Donc l'auto-emploi pour nous les jeunes et ceux qui vont venir derrière nous, parce que il faudrait qu'il y ait une culture qu'on doit d'abord insérer dans les ministères publics et dans des chaînes pour arrêter contre le pédéisme. Vous voulez parler de la sodomie? Oui. Parce que c'est ça même qui déslamise. C'est ça le terrorisme. C'est ça le terrorisme. Il faut lutter d'abord contre ça. Quelles sont les conséquences de l'homosexualité d'après vous? C'est facile. La conséquence, déjà, l'homosexualité. Homosexuel. Il y a d'abord homo, qui est quoi? Homme. Le sexe. Hein? Donc, nous sommes créés pour seulement faire le sexe. Homme et homme. Il y a deux sexes. Il y a l'homme et la femme. Mais il n'y a pas homme et homme. Donc toi, tu détruis l'autre. Et regarde les petits enfants qui doivent aller à l'école. Il sort un ingénieur, il a son master 2. Il faudrait qu'il évolue. Mais on le conditionne d'abord de le sodomiser avant qu'on te donne un poste. Si on te sodomise, tu ne vas plus épouser une femme, tu ne vas plus accoucher des enfants. Si tu n'es plus fort, tu as servi. On te tire et l'énergie. Vous savez que l'homme noir, je vous ai dit l'homme noir, est sage. Quand on enlève tout ça, tu n'as plus rien. C'est pour cela que les gens de la peau rose viennent donc maintenant. Quand ils enlèvent, ils savent que tu n'es plus rien. Ils nous envoient Boko Haram. Or qu'ils ont enlevé tout. Va tuer ton frère. Comment toi tu sais que tu vas le tuer? Tu ne vas pas mourir. Parce que tu n'as plus rien dans la tête. On a tout enlevé. L'énergie vitale, tu n'as plus. Tu ne réfléchis plus bien. Donc la création des emplois et d'abord la sensibilité, la sensibilisation des enfants à l'école, dans les radios, télévisions. Mais il faudrait que le pédéisme qui est déjà inscrit dans le monde, nous les Africains, nous serons unis. Et pourquoi on refuse ça? Moi, je vous remercie tellement. Et surtout notre président, quand j'appelle notre président, il est le président africain, parce que le seul président à prendre l'arme pour chasser les Boko Haram, ce n'est que lui. Le seul. Je peux dire, il est le seul dans l'Afrique, puisqu'on avait un autre qu'on a tué. Bon. Et il est derrière les jeunes. Et il comprend les jeunes. Donc, l'auto-emploi, il faudrait que, avec le concours de notre patriarche, qui est expert en sécurité d'État, il maîtrise un peu certains domaines qui peuvent enlever la pauvreté, diminuer la pauvreté, et même le pédéisme qui est là, avec les sectes qu'ils ont. Les petits enfants entrent dans les sectes. Quand même pas ce qu'on appelle secte.
ils ont les bagues partout, ils ont les chaînes, ils ont... Un enfant qui porte déjà le pantalon, tu vois ses fesses. Mais il va au bureau. Ils sont dans toutes les sociétés, Orange, MTN, parce qu'ils sont sodomisés. Voilà, Monsieur Marcel Messi, ingénieur en télécommunications. La lutte contre le terrorisme ne place pas la création des entreprises, la création des richesses. Alors, votre dernier mot. Merci déjà une fois de plus pour ce débat qui est assez fructueux et qui ouvre, je dirais, l'esprit aux Africains. C'est d'ailleurs pourquoi je vais commencer à remercier notre papa, et avec qui nous sommes sur le plateau, pour son soutien qu'il n'a cessé de démontrer envers la jeunesse. Je pense qu'il donne une ligne de conduite très déterminante qui effectivement manque à la jeunesse. Si j'ai dit cela, je vais terminer en disant ceci. Quand on crée l'ONU en 1945, sur les 10 clauses de l'ONU, on les avait résumées en 3. Alors la première clause était celui d'éduquer les peuples. Ça veut dire un peuple éduqué est un peuple qui évite beaucoup du négatif. C'est comme un résumé, c'est ça. Et on peut voir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que l'Allemagne a utilisé comme politique. L'Allemagne est cette puissance qui n'exploite le pétrole nulle part, qui n'a pas de colonie, qui avait tout perdu. Mais on est surpris de voir qu'aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui gouverne l'Europe, s'il n'y avait pas la Russie. C'est parce que les Allemands s'étaient retrouvés dans cet état où ils avaient compris que sans travail, sans créer, ils étaient finis, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Toutes les grandes inventions européennes, à partir des années 1945, sont allemandes. Alors pourquoi nous ne pourrons pas faire pareil? J'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas bêtes. Nous avons de l'intelligence, je veux dire la sagesse, qui est même la maître de toutes les sciences. Moi, j'ai mon arrière-grand-père qui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de creuser le fer. Alors, c'est pas une porose qui était venue lui montrer, on parle souvent de montrer là où il creusait. C'était pas une porose qui était venue lui montrer que le fer pouvait se trouver ici, creuser cette matière, va la transformer et ça devient un fer très solide, qui date aujourd'hui des siècles. Donc il est très important que l'Africain se conscientise, comme mon père l'a démontré tout à l'heure, parce que le vrai problème avec la société africaine, c'est comme on l'a démontré tout au long de ces débats, on nous a créé cette psychose où tout doit venir de la porose, comme si on n'avait pas un potentiel. En tant qu'un ingénieur de télécommunications, j'avais fait ma thèse de fin de formation pour le diplôme d'ingénieur en télécommunications réseau. J'avais soutenu sur une thèse qui concernait, nous appelons en termes techniques, le monitoring des télécentres communautaires polyvalents. Les télécentres communautaires polyvalents sont inscrits dans l'agenda de notre gouvernement comme étant un élément clé pour le développement futur, même de nos économies. Parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, sans télécom, on ne vaut rien. Merci, Monsieur Marcel Messi, ingénieur. Alors, en quelques phrases, on boucle avec le patriarche pour les Ketchemen. Alors, un mot pour la fin. Oui, ce que je demanderais à la jeunesse, c'est de rester debout et vaillant, ne plus laisser l'accès libre à ces peaux roses sur notre continent, qu'ils enlèvent la peur de mourir dans leur tête, parce qu'ils vont toujours mourir. Il vaut mieux mourir et sauver, ouvrir la voie à certaines personnes que d'être vivants, mourir dans un lit sans rien servir. L'Afrique a besoin des hommes et des jeunes braves gens. Vous avez les gens qui prennent des décisions pour sauver un peuple. Quand il part, il ne sait pas s'il entrera vivant ou mort. Donc les Africains ont enlevé cette peur de mourir dans la tête. Parce que on nous embrigade comme ça, parce que chaque fois, on nous fait miroiter des guerres ici, des guerres là-bas. Mais que les Africains comprennent qu'on se passe les messages entre nous,
qu'on ne prenne plus les guerres. Si comme au Cameroun, on me dit, soulever l'arme pour des fois ils prennent musulmans, chrétiens ou n'importe quoi, ou catholiques ou bien anglophones ou francophones. Ça c'est des conneries ça. Nous n'avons plus ça, qu'on soit au-dessus de tout ça, qu'on voit que notre vie, parce que tout ce qui vient chez nous, c'est toujours manipulé par certains. On les connaît, ils sont tous là pleins. Les gens qui entrent ici ont du service secret, ils n'ont pas de masques. Hein. Ils sont pas de masques, ils sont là. Et puis c'est comme ça qu'ils nous manipulent. Et nous on passe tout leur temps à les servir, même tous les jours. Et ils sont là, ils savent beaucoup où on descend. Donc j'aimerais dire à la jeunesse d'être solidaire, de ne pas accepter la facilité, de dénoncer tout ce fléau qui mène l'Afrique, et à haute voix. Et quand vous avez des informations, faites-le remonter à la hiérarchie. Même quitte à ce qu'on ne fait rien, faites-le parce que sur 100 informations données, on peut exploiter un, et puis ça pourra peut-être sauver des vies. Merci. Alors voilà qui boucle la boucle sur ce plateau d'Afrique d'aujourd'hui, votre magazine. Ça se passe sur votre chaîne panafricaine, La Voix du Continent et les télévisions partenaires. Je remercie une fois plus tous les différents panélistes. Paul Dédicé Tchemel, expert en sécurité d'État, autant pour moi. Monsieur André Oum, ingénieur en climatisation et promoteur d'une entreprise à la matière au Cameroun. Monsieur Joseph Martial Djaïk Baba, ingénieur, concepteur, électronicien. Et monsieur Marcel Messi, ingénieur en télécommunications et réseaux informatiques. Merci également à l'équipe technique, Eric Lobé derrière les caméras et bien pour toute la grande équipe que je ne pourrais pas citer à l'occasion. Merci à vous, amis téléspectateurs qui nous suivez et nous attendons vos réactions. Vous connaissez bien, nous sommes en ligne et nous sommes vus partout et ailleurs. C'est la proximité, c'est la télévision numérique. Bonsoir.